Alors rapidement, regardons ce qu'il y a à savoir sur le convertisseur numérique analogique. Donc le symbole ici, il est donné, hein, un signal numérique en entrée, N, hein, qui est produit en binaire sur un certain nombre de lignes d'entrée du composant, euh, 8, 16, 10, 12, voilà. Des signaux qui arrivent au composant VRF+, et VRF-, qui vont permettre d'établir la plage de sortie du convertisseur analogique numérique, et VS, dont la tension sera donc comprise à l'intérieur de la plage VRF-, VRF+. D'accord. Si par exemple le signal est composé de 4 entrées, on aura donc 2 puissance 4 égale 16 nombres binaires distincts en entrée. Alors, on va caractériser un convertisseur analogique numérique par sa résolution, qui va être donnée par la valeur d'un quantum, petit q, qui correspond finalement à l'augmentation de Vs lorsque n augmente de 1. C'est donc finalement la plus petite variation en sortie qui correspond au bit de signification le plus faible, au LSB, donc en anglais. On a donc Q qui vaut VRF sur 2 puissance n, en réalité VRF plus moins VRF moins, c'est-à-dire la plage de fonctionnement de VRF, et qui est aussi égal à VS max, hein, ou la tension de sortie maximum, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1 fois Q, hein, donc finalement Q égale Vmax sur 2 puissance n moins 1. Hein, puisque je rappelle que Vs, hein, c'est Q fois n, et donc la valeur maximum que l'on a sur n, c'est 2 puissance n moins 1. Donc vous voyez, on a cette caractéristique où on a Vs égale Q fois n, et donc forcément pour n qui vaut 0, ben, on a 0 pour Vs, pour n qui vaut 1, on a Q, ensuite 2Q, 3Q, 4Q, etc., etc., en fonction de l'augmentation de la valeur de n. Donc c'est une caractéristique ponctuelle. On n'a bien évidemment aucune valeur entre deux nombres entiers. Et on a un point. Donc on n'a aucune valeur sur l'axe des ordonnées non plus. On voit parfois cette caractéristique, moi je ne l'aime pas trop, parce que la caractéristique du convertisseur numérique analogique, c'est une suite de points. On est discret en abscisse et on est discret en ordonnée. Alors du coup, on peut faire rapidement 2-3 petits exercices pour illustrer ça, hein. Donc faites une pause à chaque question pour répondre. On nous prend un convertisseur 6 bits. VS vaut 0,2 quand l'entrée numérique vaut 0,01. Donc ça nous donne directement la valeur de Q. Quelle est la valeur de VS si l'entrée vaut 1,1,1? Voilà, ça tombe tout de suite, 6,2 volts. On va nous donner une valeur de Q, une valeur, deux valeurs, trois valeurs de N, et bien tout simplement, hein, on va appliquer Vs égale Q fois N, hein, donc on a la valeur de Q, on fait des applications numériques, ça tombe tout de suite. Sachant que Vmax égale 20 volts et on a un convertisseur 8 bits, calculer la tension en sortie pour N égale 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, puis N égale, voilà. Et bien tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On a 20 volts, on a la valeur max pour 20 volts, hein, donc on va pouvoir en déduire Q avec la valeur max de N qui vaut 255, et ensuite on va faire l'application numérique pour Vs. Donc Vs max égale 255 fois Q, Vs égale 20 sur 255 pour le premier nombre, etc., quand on fait les conversions de ces nombres binaires. Tout ça, ça ne pose pas de souci. Quelle est la plus grande tension de sortie d'un CNA si ce dernier fournit 1 volt pour 1001? Bon, bah ça, c'est une relation entre N, Vs et Q. On peut trouver Q, et ensuite, on va remplacer N par 255. Voilà. Tous ces exercices-là ne posent pas de problème. Alors, on va avoir dans les autres caractéristiques du CNA, donc son temps de conversion qui peut être pris en compte. Donc c'est le temps nécessaire pour que la sortie prenne la valeur indiquée par le code d'entrée et surtout qu'elle soit stable.
C'est assez rapide. Un convertisseur analogique numérique analogique, pardon, est assez rapide d'une manière générale. On va avoir la précision du convertisseur, donc on peut illustrer assez facilement. Voilà la courbe idéale, et en réalité, on va avoir ce genre de choses, c'est-à-dire que on le verra juste à la fin de cette partie-là, que le convertisseur est réalisé par des réseaux de résistance. Et bien forcément, il y a des petites erreurs sur ces résistances qui induisent des petites erreurs sur les tensions de sortie. En général, on va dire que effectivement la valeur idéale se trouve au milieu, et la valeur réelle se trouve dans la plage plus ou moins un demi-Q, un demi-quantum. Hein, sinon, le convertisseur analogique numérique n'est pas qualifié pour sortir, pour être proposé à la vente. Hein, donc l'écart maximal entre la valeur théorique attendue et la valeur réelle, c'est en général une précision qui vaut un demi-Q. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire. Quelle est la précision de nos convertisseurs numériques analogiques? C'est la moitié d'un quantum. On a parfois une tension de décalage qu'on traite, qu'on sait traiter. C'est la tension au courant qui existe lorsqu'on applique 0 sur une entrée. Donc ça veut dire que toutes mes valeurs sont légèrement décalées vers le haut. Par exemple, si je ne parle que de l'offset, bien évidemment tous les défauts s'ajoutent, un petit peu d'offset, un petit peu d'erreur, etc. Liées aux résistances. Voilà, l'origine de ces deux erreurs n'est pas la même. Voilà, et donc on va trouver ici notre demi-quantum, encore une fois, l'offset qui se passe entre les deux. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on a des convertisseurs analogiques numériques qui sont avec des sorties moins 10 volts, 10 volts, ou moins 20 milli plus 20 milli. La tension, la grandeur électrique en sortie n'est pas est très généralement une tension, mais n'est pas forcément une tension. Et puis, on a des convertisseurs analogiques unipolaires qui fournissent des sorties 0,10 volts. Si l'organe de commande est un organe symétrique par rapport à 0, plus 10, moins 10 par exemple, il nous faudra un convertisseur analogique numérique plus 10, moins 10, et puis si notre organe de commande est 0,10 volts, etc. À chaque fois, on a quand même la bonne utilisation de la plage de sortie. Si on a un convertisseur moins 10, plus 10, par exemple, et qu'on l'utilise qu'en 0,10 volts, c'est un peu dommage, parce qu'on perd en précision, finalement, avec le même nombre de bits, et en travaillant avec un convertisseur 0,10 volts, on doublerait la précision. Donc, voilà, il ne faut pas l'oublier. Petite question rapide, imaginons qu'on a un convertisseur numérique analogique 12 bits, plus ou moins 10 volts, bipolaire. Quelle est sa résolution? Sa résolution, ça va être 20 sur 2 puissance 12, 20 volts, parce qu'on va de moins 10 à plus 10, et donc ça nous fait 4,8 millivolts. Voilà, pas de souci. Alors, quelques exemples de convertisseurs numériques analogiques. Alors, on a des convertisseurs numériques analogiques à réseau de résistance pondéré. On a déjà étudié ce montage amplificateur qui faisait l'addition ici de toutes ces entrées. On rajoute ici la tension fois R, R sur 2, R sur 4, R sur 8. Finalement, on retrouve les valeurs multipliées par 2 à chaque fois d'une conversion binaire vers le décimal. Donc ici, on va convertir des valeurs 0,5 volts avec des entrées. Et quand on étudie ce montage, on voit que la tension de sortie est pondérée avec des valeurs qui sont des puissances de 2, puisque ici on a 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. L'autre façon de faire, c'est de travailler sur le réseau R2R. Donc on les a étudiés en début d'année. Le réseau R2R, voilà, sa caractéristique, c'est aussi de faire une conversion binaire finalement vers une tension, et elle est exploitée ici avec un montage ampli-op. Sinon, vous tapez sur internet réseau R2R et très rapidement vous avez un tas de petites applications. Bon, c'est pas l'objet du cours de rentrer dans la structure des convertisseurs numériques analogiques, c'est pas au programme, mais c'est pour montrer que c'est quelque chose d'assez facile à faire au moins.